Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Que n'a-t-on pas écrit sur le fameux masque de fer ? Il est vrai que l'histoire est rocambolesque et que le cadre romantique à souhait stimule l'imagination. Nous sommes sous le règne de Louis XIV et un mystérieux prisonnier est conduit en détention sur l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Qui est ce prisonnier ? Il est bien difficile de le dire car un masque de fer précisément recouvre son visage. Il n'en faut pas plus pour stimuler l'imagination des romanciers, des cinéastes et de tous les amateurs d'énigmes historiques. Alors, du surintendant des finances Fouquet à Jean Marais, l'historien Fabrice Mauclerc va nous aider à y voir plus clair et à démêler le vrai du faux. Bonjour Fabrice Mauclerc. Bonjour Éric Labaille. Alors Fabrice Mauclerc, vous prenez aujourd'hui la place de Cédric Delaunay dans notre émission, Cédric Delaunay que nous saluons, et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en histoire et spécialiste d'histoire de la justice. Alors, cette émission va nous emmener dans le cadre absolument enchanteur de la Méditerranée, de la Côte d'Azur, et plus précisément sur l'île Sainte-Marguerite, au large, donc je disais, de Cannes. L'île de Sainte-Marguerite a été dotée au début du XVIIe siècle de fortifications. Je rappelle que la zone méditerranéenne a toujours été une zone relativement très conflictuelle et que le Royaume de France a besoin de se protéger sur son flanc sud. Et paradoxalement, ces fortifications qui ont été amorcées sous le règne de Louis XIII sont poursuivies non pas par les Français mais par les Espagnols. En effet, les Espagnols prennent pied sur l'île en 1635. Je rappelle qu'à l'époque, la France, l'Espagne et le reste de l'Europe sont engagés dans une guerre sans fin qui est la guerre de 30 ans, qui se poursuivra ensuite par le conflit espagnol qui se terminera avec la paix des Pyrénées en 1659. Donc toujours est-il que les Espagnols s'installent sur l'île et construisent un fort sur l'île Sainte-Marguerite. L'île est reprise par les troupes de Richelieu et son importance stratégique étant jugée un peu moindre, les fortifications sont abandonnées et les travaux se concentrent sur un site particulier que l'on va dénommer le Fort Royal. Ce Fort Royal va remplir sa mission militaire pendant quelques décennies et en 1685, son destin va basculer puisqu'il va devenir une prison d'État. Cette prison d'État, elle a toujours une vocation plus ou moins militaire puisque la garde des prisonniers va être confiée à des vétérans ou à des invalides. Mais alors justement, Fabrice Mauclerc, qu'est-ce qu'une prison sous Louis XIV ? Comment sont organisées les prisons et surtout, quelle est la vie quotidienne des prisonniers ? Alors, sous Louis XIV et tout au long de l'Ancien Régime, le système des prisons est très très compliqué, très complexe, très différent d'une autre. En fait, il y a presque autant de types de prisons qu'il y a de types de prisonniers. Pour faire simple, il y a les prisonniers de droit commun, donc qui eux sont incarcérés dans des prisons ordinaires, avec toutefois une différence énorme, c'est qu'à l'époque, les prisons ordinaires sont des lieux de sûreté le temps du procès. La peine de prison, c'est un scoop, n'existe pas sous l'Ancien Régime. Voilà, on ne peut pas être privé de liberté sous l'Ancien Régime. On peut être banni, on peut être fouetté, marqué au fer rouge, cloué au pilori. On peut être envoyé aux galères ou mis à mort, mais il n'y a pas de peine de prison en tant que telle. Donc ça, c'est une première catégorie. Et une deuxième catégorie, donc c'est pour ceux qu'on a véritablement enfermés, c'est plutôt pour les femmes. Donc il n'y a pas de galère pour les femmes, donc il peut y avoir des prisons là, pour le coup, qui sont des enfermements, mais ça se passe plutôt dans des monastères. Il faut savoir qu'à l'époque, les prisons pouvaient être tenues par des religieuses et des religieux à qui on payait des pensions.
Voilà. Et puis enfin, le troisième type de prison, si on schématise un peu, c'est les prisons d'État, donc comme celle effectivement de Sainte-Marguerite. Donc des prisons d'État dans lesquelles on enferme des condamnés politiques ou des individus qu'on veut un petit peu oublier ou faire oublier après éventuellement soit des scandales, soit des gens qui auraient des informations un peu trop précieuses. Et c'est donc le cas de la prison du Fort Royal de Sainte-Marguerite. Voilà, donc c'est une des multiples prisons d'État françaises à l'époque. Le roi a fait installer des prisons d'État dans toute la France. Quelques exemples, le château de Vincennes, qui est une prison importante. Bien sûr, la fameuse Bastille, c'est peut-être la prison d'État que tout le monde connaît le mieux. Le Mont-Saint-Michel, qui a également été transformé en prison d'État. Donc ça, c'est assez surprenant quand on visite le Mont-Saint-Michel aujourd'hui. C'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu religieux, mais les religieux, justement, ceux qui tiennent le Mont-Saint-Michel, ont aussi une fonction de gardien de prison. Et c'était d'ailleurs le Mont-Saint-Michel une des prisons peut-être d'État les plus dures, notamment parce qu'on y trouvait pendant assez longtemps une fameuse cage de fer. Ça nous renvoie à l'époque de Louis XI, nos images d'Épinal. Donc Louis XI et ces fameuses cages de fer. Il y avait des cages de fer au château de Loches. On y trouve encore aujourd'hui une très très belle reconstitution. Et il y en avait d'autres, c'est avéré par les sources, donc au Mont-Saint-Michel. Voilà, donc une multitude de prisons d'État avec un régime plus ou moins dur, peut-être qu'on en reparlera. On a encore une fois beaucoup de fantasmes sur la justice d'Ancien Régime, et en particulier sur les prisons. Mais voilà, en gros, les trois types de prisons. Quant à la vie quotidienne, justement, elle était très très variée. Encore une fois, un peu comme pour les peines, selon qu'on soit riche ou misérable, on n'était pas traité tout à fait de la même manière. Et en particulier dans les prisons ordinaires et également dans les prisons d'État, il y avait en gros deux types de prisonniers. Ceux qui avaient de l'argent, qui pouvaient s'acheter entre guillemets des surplus, un peu plus de nourriture, un lit plus confortable ou un lit tout court, parce qu'a priori en prison on ne dort pas dans des lits mais plutôt sur de la paille. Donc ceux qui étaient dits à la pistole, voilà, parce qu'ils pouvaient donner chaque mois en l'équivalent d'une pistole quelques livres. Donc ceux-là, ils avaient un régime de faveur, on les enfermait pas dans la journée, ils pouvaient se promener entre guillemets toute la journée. Et c'était une pratique courante, acceptée. Ce n'était pas, Oui. on ne soudoyait pas les gardiens pour ça. Non, c'était tout à fait légal. Il y avait des droits qui étaient très très anciens. Notamment, la coutume voulait que quand on entrait en prison, on payait un sorte de droit d'entrée. On appelait ça le droit de gîte et de geôlage, donc pour geôle. Donc c'est des pratiques alors, un peu interlopes, mais qui sont plus ou moins autorisées. Et quant à ce système de la pistole, il est tout à fait reconnu. Et en fait, l'explication elle est toute simple, c'est que ceux qui tiennent les prisons entre guillemets ne sont pas du tout fonctionnaires. Ils se payent sur la bête, donc ceux qui sont dits concierges, guichetiers, donc ceux qui tiennent les prisons, en fait, ils se payent sur les prisonniers eux-mêmes. C'est pas le roi qui les paye, c'est pas l'État qui les paye, donc forcément, il faut trouver de l'argent quelque part, et finalement, c'est les prisonniers eux-mêmes qui payent leur incarcération. Donc ça, c'est pour ceux qui ont de l'argent, et pour ceux qui n'en ont pas, on va les appeler les pailleux. Bon, parce qu'ils dorment sur la paille. Voilà. Donc eux, pour le coup, ils ont le strict minimum et comme on le dit souvent, ils ont le pain du roi, ils ont l'eau, la paille et c'est à peu près tout. Donc du coup, voilà, en fonction des conditions et puis surtout du statut du condamné, du prisonnier, le mode de vie ou la vie quotidienne pouvait être très différente dans les prisons françaises à l'époque. Donc si je résume, l'image d'Épinal de la prison sale, humide, avec des rats qui courent partout, a peut-être sans doute été une réalité, mais pas une réalité universelle. Tout à fait. Le destin des prisonniers est très varié en fonction des Alors prisons. ces prisons-là, je les trouve dans les sources, effectivement, des prisons dans lesquelles il y a des rats, il y a des maladies, où on survit pas très longtemps à son incarcération, même si encore une fois, on n'est pas emprisonné pour une peine, mais en attendant un procès, ou en attendant d'être envoyé aux galères, par exemple. Mais effectivement, alors ça existe, mais c'est pas le cas général. Il y a des très belles chambres, entre guillemets, dans les prisons. Il y a des très belles cellules qui sont aérées, qui sont éclairées. On peut, dans certaines situations, se faire apporter des repas dans son cachot, dans sa cellule. On peut avoir de la visite. On peut même avoir, dans certains cas, des domestiques, des valets qui vous aident, et en particulier à la Bastille, qui est quand même une prison de sinistre réputation. À la Bastille, il y a ce système de la pistole, il y a ce système également où on est favorisé, privilégié. Il y a effectivement une sorte de cul de basse-fosse à la Bastille, mais il y a aussi les cellules qui sont à l'étage, elles sont beaucoup plus privilégiées que les autres. Donc voilà, il y a deux salles, deux ambiances en quelque sorte dans les prisons d'Ancien Régime et différents régimes justement en fonction des peines et puis surtout des condamnés qui y sont enfermés. Grande date de nos régions,
un podcast ici en région. Et pour garder ces prisons, il y a un corps de gardiens, souvent fourni, comme je disais, par des vétérans, des invalides issus de l'armée. Et chez les dirigeants de ces prisons, chez les directeurs de ces prisons, on peut faire carrière. C'est le cas d'un certain Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc, qui était gouverneur de la prison de Pignerol et qui, en 1687, arrive justement à Sainte-Marguerite avec un bien curieux prisonnier. Voilà, c'est là que va vraiment commencer la fameuse histoire du masque de fer, puisque toute l'histoire du masque de fer, il faut la relier à ce personnage. Voilà, c'est vraiment la clé de cette histoire, hein. La clé du masque de fer, c'est ce Saint-Marc, hein, puisque ce Saint-Marc ne va jamais, entre guillemets, se séparer de son fameux prisonnier, de son masque de fer. Donc partout où Saint-Marc ira, ce prisonnier célèbre, devenu célèbre, le suivra. Oui, finalement, le mystère du masque de fer réside plus dans son gardien que dans le masque de fer lui-même. En quelque sorte, et Ouais. parmi ceux qui ont écrit sur le masque de fer, un s'est beaucoup penché sur le personnage et pense avoir trouvé la clé de l'énigme. La clé de l'énigme, c'est peut-être effectivement Saint-Marc lui-même. Saint-Marc lui-même. Toujours est-il que dans une gazette de l'époque, on titille un petit peu notre imagination par une présentation de l'arrivée de ce personnage. Alors je vais citer l'article paru dans la gazette. Personne ne sait qui il est. Il y a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il le prononce. Il était enfermé dans une chaise à porteur, ayant un masque d'acier sur le visage, et tout ce qu'on a pu savoir de Saint-Marc était que ce prisonnier était depuis de longues années à Pignerol. Avouez qu'il y a de quoi stimuler l'imagination. Un masque d'acier, une chaise à porteur, interdiction de prononcer son nom, le tuer lui-même si lui-même prononce son nom, c'est quand même quelque chose. C'est un traitement un petit peu particulier. Est-ce qu'on a d'autres traitements équivalents dans les prisons de l'Ancien Régime? Non, à ma connaissance, à ce niveau-là, on a toujours eu des prisonniers un peu sensibles, hein, à la Bastille en particulier, mais à ma connaissance, non, c'est le seul cas, en tout cas celui pour lequel on a beaucoup écrit. On n'a pas d'autres cas aussi forts que celui-là. Et le personnage donc vient de Pignerol. Il est étroitement lié, on l'a dit, à la personnalité, à la personne de son geôlier, donc Monsieur de Saint-Marc. Il le suivra ensuite lorsque Monsieur de Saint-Marc sera muté comme directeur de la Bastille en 1698. Finalement, on ne sait pas grand-chose de plus sur lui. Alors, on connaît effectivement son parcours, donc Pignerol, Sainte-Marguerite, la Bastille, et on a quand même, et ça c'est un élément important, on a son acte de décès à ce fameux masque de fer. En 1703. Voilà, donc le 19 novembre 1703, donc alors qu'il était à la Bastille, donc il a été enterré. On a le nom, hein, donc sous le nom de Marc Chialy. Alors l'orthographe d'ailleurs n'est pas très certaine et le document n'est pas facile à lire. Il est enterré dans le cimetière de l'église Saint-Paul, et c'est évidemment les seuls éléments concrets qu'on ait sur lui. Voilà, donc ces différents passages de prison en prison, le fait d'avoir suivi Saint-Marc, cette inscription donc dans un acte de décès, mais voilà, c'est à peu près tout. Tout le reste, on peut tout imaginer, et effectivement, certains vont pas s'en priver d'imaginer des tas d'aventures, des tas d'histoires possibles et imaginables. À commencer par Voltaire, qui, sans le moindre souci de source historique, nous explique que le masque possédait une mentonnière qui permettait de manger malgré le port du masque, qui faisait que l'homme ne l'enlevait jamais. Alors ce masque, on l'a gardé, on le connaît? Non, on le connaît absolument pas, mais par contre, par d'autres sources, il est plus probable que le masque en question ne soit pas véritablement un masque de fer, mais plutôt un masque de velours renforcé peut-être avec des armatures en fer. Donc voilà, donc on en a fait des tonnes, hein, sur ce fameux masque de fer. Ce qui est sûr aussi, c'est que si masque de fer il y a, et si masque il y a, il ne le portait pas a priori dans son cachot, hein, c'était simplement lors des déplacements de l'individu. Et donc peut-être pour revenir à Saint-Marc, parce que c'est encore une fois peut-être la clé de Bien sûr, l'énigme, on peut imaginer que Saint-Marc a voulu se rendre intéressant, et c'est peut-être lui qui a monté en épingle ce personnage, c'est une des thèses de certains historiens. Donc voilà, peut-être que Saint-Marc, hein, pour se glorifier, pour se hausser du col, a fait de son prisonnier
peut-être quelqu'un de plus important qu'il n'était vraiment. Une autre hypothèse serait que ce prisonnier n'en soit pas un, finalement, puisque certains historiens, certains chroniqueurs ont pu dire que Saint-Marc aurait utilisé un stratagème en masquant l'un de ses serviteurs pour Mmh. stimuler, c'est du Ouais, tout management, à fait. ce serait du Ouais. management appliqué à l'époque de Louis XIV, stimuler la garnison du fort Mmh. de Sainte-Marguerite en Mmh. essayant de leur faire croire qu'ils gardaient quelqu'un Mmh. d'extrêmement important, donc on va renforcer la Mmh. surveillance, faire du zèle, et méthode qu'il appliquera, qui a priori avait l'air de bien marcher à Sainte-Marguerite et qu'il applique ensuite à la Bastille. Tout à fait. C'est une thèse intéressante, mais qui, pour les romanciers et tous ceux qui imaginent le pire, ne convainc pas trop. Ah non, ça, Parce que si c'est un simple individu, un individu lambda, voilà, c'est pas très intéressant. Donc voilà pourquoi on va imaginer toute une série de personnages qui auraient pu se cacher derrière ce masque de fer. Et on a une liste, je crois qu'elle dépasse la centaine. On a vraiment proposé des tas de possibilités au hasard. Nicolas Fouquet. Bon, on sait surintendant des qu'il a été finances. condamné, qu'il a été incarcéré, bon, mais pourquoi pas. On a également un jumeau caché Louis XIV, et là on rejoint un peu Le cinéma. Alexandre Dumas Oui. et effectivement le cinéma. On a un duc de Guise, on a pourquoi pas D'Artagnan, allons-y avec les grands personnages. Le duc de Vendôme. Le duc de Vendôme, on a parlé aussi d'un amant nain et noir. Bon, je pense qu'on l'aurait peut-être On l'aurait reconnu, remarqué. en tout cas de la taille. Et puis enfin, moi, je voudrais ajouter à la liste un nom qui n'est pas forcément très connu. Il s'appelle Louis de Vermandois. Et Louis de Vermandois, il n'est autre que le fils légitimé de Louis XIV et de Louise de la Vallière. Donc Louise de la Vallière, la grande favorite de Louis XIV, la première favorite de Louis XIV, elle a eu 2 enfants légitimés avec le roi, une fille et un garçon. Et ce Louis de Vermandois, semble-t-il, avait des mœurs voilà, pas trop acceptées par l'époque. Il fréquentait Monsieur, le frère du roi, qui avait des mœurs effectivement assez libres. Et peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que le roi, un peu fâché du comportement de son fils, l'aurait mis en prison, l'aurait caché en prison avec ce fameux masque de fer. Donc voilà, encore un qui se rajoute à la liste déjà longue de ces possibles masques de fer. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous ces personnages, que ce soit Fouquet, que ce soit le duc de Guise, que ce soit le duc de Vendôme, que ce soit le duc de Vermandois, sont des gens dont les biographies sont quand même bien connues. Et Hmm. ce sont des biographies qui auraient des trous tellement importants qu'on pourrait les imaginer emprisonnés entre 1687 et 1703. Non, non, c'est pas possible. Effectivement, tout ça, ça ne tient pas la route. Fouquet, on sait exactement quand est-ce qu'il est décédé. On a son acte de décès. Alors, bien sûr, on va pas faire tomber dans la tête du complotisme, mais on peut tout imaginer. On peut falsifier les documents, et déjà à l'époque. Mais non, tous ces personnages ne collent pas avec la réalité. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors, on va peut-être donner un nom. Ah oui, Un alors nom oui, sur alors lequel justement, on va peut-être donner un nom. qui serait Ouais. justement c'est la personne la plus probable derrière ce masque de fer? Voilà, parce que ce Marchiali, le nom sur lequel il a été enregistré au moment de ce décès, il semblerait pas que ce soit un nom tout à fait juste. Et donc pour les historiens les plus sérieux qui ont travaillé sur la question, il y a quand même un nom qui se détache, c'est un certain Eustache d'Angers. Voilà, donc par différentes recherches que je vais passer ici, ce personnage, il tient vraiment la corde pour être le masque de fer. Et pour le présenter rapidement, ce Eustache d'Angers, en fait, ce serait un ancien domestique de Nicolas Fouquet. Donc là, on revient quand même à un des personnages qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc domestique, c'est-à-dire quelqu'un qui était très proche de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet connaissait quelques secrets d'État. Il était vraiment en haut de la pyramide de l'État à l'époque, notamment des secrets en rapport avec les affaires diplomatiques et les relations toujours complexes à l'époque avec l'Angleterre. Et on suppose que ce Eustache d'Angers, en côtoyant son maître, soit a entendu des secrets, soit a entendu des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. Et donc après la mort de Nicolas Fouquet, qui est enregistré, on a peut-être jugé préférable, et peut-être que Louis XIV a jugé préférable de conserver cet Eustache d'Angers en prison, pour ne pas qu'il divulgue les informations qu'il tenait de son maître Nicolas Fouquet. Voilà, donc c'est une thèse assez solide qui a l'air d'être corroborée par pas mal de sources, même si bien sûr d'autres historiens vont démonter tout ça et considérer que c'est une autre fable. Oui, donc en fait, on a mis au secret quelqu'un qui était
potentiellement détenteurs de secrets d'État. D'un secret d'État. Ceci étant dit, cette thèse n'est pas incompatible avec celle d'un monsieur de Saint-Marc qui se servirait de ce prisonnier finalement providentiel pour pouvoir, là encore, renforcer l'esprit de garde de ses Voilà, tout à fait. subordonnés. Tout ça peut concorder. Il peut y avoir une multiplicité de causes qui s'ajoutent et qui font qu'on a monté en épingle ce personnage. C'est tout à fait possible, effectivement. Toujours est-il que monsieur de Saint-Marc s'en est abondamment servi pour sa propre image et sa propre carrière. Et je crois qu'il a fait une très belle carrière par la suite, donc cette tactique a fonctionné en tout cas pour lui. Oui. Tout à fait. C'est de la relation publique. Ouais. Et donc arrivent sur ces entrefaites donc des écrivains, Voltaire, Dumas, qui va nous réinventer, réécrire cette histoire-là. Il est vrai que imaginer derrière le masque de fer le frère jumeau de Louis XIV a quand même plus d'allure que le secrétaire de Fouquet. Il faut quand même être honnête, et que c'est beaucoup plus stimulant pour le côté romanesque de l'imagination du lecteur. C'est vrai que ce domestique, c'est pas très glorieux, c'est pas très intéressant, mais effectivement, trouver d'ailleurs le masque de fer un personnage qui approchait le roi, voir le demi-frère du roi, c'est bien plus intéressant pour les romanciers, pour les cinéastes, oui, pour que cette histoire très trop simple peut-être. Ouais. Et donc, d'autres exemples de prisonniers gardés au secret d'une façon extrêmement mystérieuse Non, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. je ne connais pas d'autres exemples. Je pense que c'est comme un peu la bête du Gévaudan. Voilà, il y a eu des tas d'attaques de loups en France, mais la bête du Gévaudan, elle cache en quelque sorte toutes les autres attaques. C'est un peu la même chose avec ce masque de fer. Son histoire est tellement connue que il a effacé toutes les histoires. Effectivement, il y a eu des prisonniers qu'on a sûrement surveillés de très très près, mais cette histoire, elle a vraiment, elle jette un peu de l'ombre, ou elle cache un peu toutes les autres histoires identiques, mais qui n'ont pas eu cette notoriété. Oui, puis une notoriété qui est soigneusement entretenue, puisqu'on a eu la création dans les années 1970 d'un musée sur place, le musée du masque de fer, qui perpétue cette j'ose pas dire légende, mais cette belle histoire, en tout cas très, très, très romantique du prisonnier de Sainte-Marguerite. Les lieux vont rester une prison. Oui, donc après le départ la Bastille va rester en place, tout le monde le sait, jusqu'au 14 juillet 1789. Elle va être prise ce jour-là, et après, quelques mois et dans les semaines qui vont suivre, la Bastille va être démantelée, démolie pierre par pierre. On va utiliser les pierres pour faire des sculptures. On va effectivement faire tout un commerce avec les pierres de la Bastille. Je précise, et je suis pas très éloigné de notre sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, que quand on va prendre la Bastille le 14 juillet 1789, les révolutionnaires vont être très très déçus de ne trouver dans cette prison que très très peu d'individus. Je crois qu'il y en a 7. Voilà, moins d'une dizaine. Et souvent des individus, pas du tout des grands cas, hein, pas du tout des prisonniers politiques comme autrefois. Hein, il y avait un fou, je crois, dans l'eau. Enfin voilà, donc des individus qui n'étaient pas forcément très reluisants. Et je pense aussi que les révolutionnaires ont été un peu déçus de trouver ces individus dans cette prison de la Bastille qui faisait tellement peur. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être déjà un peu une coquille vide, parce que la Bastille à l'époque était pas en très bon état. On a commencé un petit peu à l'abandonner. Donc c'est un symbole très fort dans l'histoire de France, mais un symbole qui est peut-être un peu décevant quand on voit de l'intérieur ce qu'elle était devenue, cette prison de la Bastille. Ouais. Et quant au fort royal de Sainte-Marguerite, il restera lui aussi une prison, mais beaucoup plus longtemps, puisqu'il sera désaffecté au début du XXe siècle, avec des prisonniers quand même relativement célèbres. On pense notamment en 1816, lors de la Restauration, aux Mamelouks, les fameux Mamelouks de la garde impériale de Napoléon, qui vont être enfermés là. Elle va contenir également des prisonniers de guerre autrichiens pendant la guerre d'Italie en 1859. L'évêque de Gand, Monseigneur de Breuil, en 1812, ou peut-être le plus célèbre d'entre tous, le maréchal Bazaine, à l'issue de son procès en 1874, dont il parviendra à s'évader. Là encore, une belle histoire romantique, un peu moins connue que le masque de fer, mais qui mériterait d'être rappelée. Et d'ailleurs, pour compléter votre propos, les prisons d'État de l'Ancien Régime vont parfois continuer à fonctionner. Hein, donc la Bastille, c'est presque une exception. Le Mont-Saint-Michel, après la Révolution, va continuer à être, alors certes plus une prison d'État, mais une prison un peu plus conventionnelle. Et on a plusieurs lieux en France comme ça qui vont rester des prisons assez longtemps. Donc l'Ancien Régime n'a pas été balayé du jour au lendemain par la Révolution. Voilà un bel exemple de continuité entre l'Ancien Régime et les régimes qui les ont suivis. Ouais. Et cet exemple du masque de fer est également un bel exemple de continuité entre la science historique et l'imagination la plus débridée. Bon. Qu'est-ce qu'il faut en garder? Il faut en garder le côté romanesque, ou est-ce qu'il faut en garder le côté purement historique?
C'est l'historien qui va parler. Moi, je garderai effectivement le côté historique. Je pense qu'effectivement, tout personnage, même légendaire, il peut laisser des traces. Je travaille sur un autre personnage qui montre effectivement qu'il faut être un peu pugnace quand on fait de l'histoire. On n'a jamais fini d'écrire l'histoire, et même sur le masque de fer, il y a peut-être des documents qu'on a laissés de côté qui un jour ressurgiront et qu'on pourra exploiter. Je voudrais revenir sur le nom sous lequel le masque de fer a été enterré à Paris en 1703, Marchiali. D'où vient ce nom? Est-ce que des recherches ont été faites sur ce nom? Est-ce qu'elles ont abouti à un patronyme particulier, une famille, ou finalement c'est un nom Non, a priori, c'est inventé? une fausse piste. Je pense on a mis un nom un peu entre guillemets comme on a pu pour pouvoir un peu brouiller les pistes, mais ce nom ne permet pas d'aboutir à quoi que ce soit. Bon, il n'y a pas non plus, c'est une impasse. Ce nom est une impasse. Donc voilà pourquoi il a fallu creuser et trouver un autre prétendant à ce masque de fer. Donc le livre définitif sur le masque de fer n'est pas encore écrit. Je pense qu'il n'est pas encore écrit et qu'on peut en créer encore d'autres. Et je crois qu'il en sort régulièrement chaque année, hein. Parfois, un historien pense avoir trouvé la clé. Et effectivement, je pense qu'on n'a pas fini d'écrire cette histoire. Bon, avis aux amateurs, mais mettez un petit peu de rigueur dans vos travaux quand même. Oui, tout à fait. Il faut toujours prouver, c'est dire. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Mauclerc pour Merci ce à vous. passionnant retour dans cette histoire qui a effectivement particulièrement remué les imaginations depuis le XVIIIe siècle. Je rappelle que vous retrouverez l'histoire du masque de fer dans le livre des grandes dates de Côte d'Azur, disponible dans toutes les maisons de la presse et les bonnes librairies. Et en attendant de vous retrouver, je remercie encore Fabrice Mauclerc pour Merci à son vous. intervention. Merci à Et vous. je vous dis à très bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.